Alors, merci beaucoup à chacun, chacune. Merci d'être là. Merci d'avoir pris ce temps encore ce week-end pour venir ici. Et merci encore à cet magnifique endroit qui est l'hôtel Beausite de nous accueillir avec toute la simplicité et tout le soin et toute la beauté qui émane de cet endroit d'un petit peu partout. J'ai l'impression que partout où on regarde, c'est quelque chose qui est agréable pour les sens. C'est quelque chose où on se sent taken care of. Non, on sent qu'il y a quelque chose qui prend soin de nous dans toutes les petites choses de l'environnement. Sans parler des arbres. On a comme thème de retraite « This is it ». Il est déjà 3 fois dans cette salle, je ne sais pas si vous avez remarqué, sous différentes formes. Et ce « This is it », il vient souvent, c'est un terme que Thich Nhat Hanh a beaucoup employé et qu'il employait souvent avec une autre bout de phrase qui allait avec, c'est « The time is now ». The time is now, this is it. J'ai bien aimé ce que Florent avait dit hier par rapport à Vivement Vendredi. Hein. Moi, il y a quelque chose qui est nouveau pour moi, que je découvre un petit peu. Il faut savoir que j'ai commencé à aller au village des Pruniers quand j'avais une dizaine d'années, et puis à mes 17 ans, j'y suis restée. Et je pensais y aller pour 1 an, continuer les études par correspondance. J'étais en première et faire autre chose plus tard. Et puis, il s'est trouvé que j'y suis restée jusqu'à mes 35-36 ans. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, je vois que, voilà, maintenant, ça fait quelques années que je suis partie de la communauté monastique. J'ai quitté la communauté monastique du village des Pruniers. Et un retour, entre guillemets, une transition dans la vie laïque, dans la vie civile, dans le monde du travail, dans tout plein de choses très excitantes. Et un terme ou un concept, on va dire, que je ne connaissais pas beaucoup, qui n'était jamais venu dans ma tête, en fait, c'était le concept de la retraite. Alors, les retraites en termes de retreats, ça, oui, bien sûr. On fait beaucoup de retraites, j'ai fait beaucoup de retraites dans ma vie. Mais retraite dans le sens de retirement, hein, c'est on attend la retraite, le moment où on ne va plus travailler et quand même gagner de l'argent. Hein. Mais ce moment de ne plus travailler. Et dans le milieu professionnel, un des milieux professionnels que j'habite, j'entends beaucoup ça. Ah, c'est vivement la retraite et on travaille pour la retraite. Et c'est fascinant, je trouve, cette idée-là. Un petit peu comme ce que Florent disait. Déjà, on n'est pas sûr qu'on va y arriver à la retraite. C'est pas du tout sûr. Rien ne nous le dit, en tout cas. On se faisait la réflexion une fois avec Jackson et Florent, et Florent nous disait, dans des milieux peut-être plus que d'autres, hein, mais par exemple dans le milieu ouvrier ou dans des milieux où il y a beaucoup de travail physique, il y a beaucoup de gens qui... l'âge de la retraite, peut-être quelques mois avant, quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans, qui décèdent. Du coup, est-ce qu'on a travaillé toute notre vie pour atteindre la retraite et puis en fait, c'était juste 2 ans ou quelques mois. D'où l'importance du « this is it, the time is now ». C'est que c'est maintenant. C'est pas vendredi, c'est pas les prochaines vacances, hein, parce qu'on parle de la retraite, mais de la même manière, on est dans une société qui vit beaucoup pour le après, pour le plus tard, pour le on sauve de l'argent pour pouvoir faire ça pendant les vacances. Hein. Bien sûr, il y a des choses qui font complètement sens, mais profondément d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Quand on est arrivé un petit peu plus tôt avec Florent pour mettre des petits papiers un peu partout dans les chambres. Et puis moi, on parle de mantra. Un mantra, c'est quelque chose que je me répète pour ramener mon esprit dans le moment présent, pour nourrir quelque chose dans mon esprit, dans le moment présent. Moi, j'avais comme mantra ces derniers jours le « This is it ». Et juste de me le dire et le répéter. « This is it, this is it, this is it,
this is it. Je marche, this is it. C'est juste un pas. This is it in this one step. Dans ce pas-là, c'est ça. La vie, elle est là. Là, tout de suite. Dans cette inspiration, this is it. La vie, elle est déjà toute présente dans cette juste une inspiration, une expiration. Et du coup, c'était avec ce mantra de this is it que moi, je suis allée poster les petits gathas à droite à gauche, en voyant bien aussi que oui, il y a peut-être mon esprit qui part et qui se dit qui va venir, est-ce que ça va aller pour tout le monde, est-ce que... Tout plein de questions de qu'est-ce que je vais dire à l'enseignement, et qu'est-ce qu'on va dire ça, et comment ça va aller, et le temps, et la nourriture, et toutes les choses qu'on peut se dire quand on organise une retraite ou un événement. Et puis là, la pratique, c'était juste je ne sais même pas si on va y arriver à cette retraite. Qui dit que je ne vais pas avoir un arrêt cardiaque là, dans la soirée? Alors oui, c'est des choses on peut se dire, on dit, oui, mais non. Oui, mais si. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Et sans en faire quelque chose de gruesome, sans en faire quelque chose de morbide ou de triste, c'est pas ça l'idée. Cette chose de l'impermanence. De l'impermanence de la vie qui nous dit, non, c'est un rappel hyper puissant. Dire, non, c'est maintenant que je peux vivre. Et il y a des gens qui ont cette vision profonde-là de l'impermanence, pas comme un truc intellectuel, un concept très sympathique et joli, et oui, bien sûr, tout est impermanent, mais qui l'ont comme expérience profonde. Je pense que si on a traversé des maladies où on ne savait pas si on allait s'en remettre ou pas, là, le concept de l'impermanence, il s'est infiltré dans toutes les cellules de notre corps, et on a vécu différemment. Et peut-être c'est des petits moments, peut-être que chacune, on a vécu des petits moments comme ça, ou la perte de quelqu'un de cher, de dire, non, mais tous ces petits moments, c'est précieux. C'est précieux. Des this is it avec les personnes qu'on aime, avec les enfants, avec les parents, avec les êtres aimés, on ne sait pas. Encore une fois, donc, quelque chose, non pas de nous rendre tristes, mais de prendre conscience de comment est-ce que je veux vivre ma vie. Et comment est-ce que je veux amplifier ma présence. Quand on parle, on vient ici et on pratique la pleine conscience ensemble. La pleine conscience, c'est quelque chose qui devient très hot et sexy en ce moment, dans tout plein de circonstances. Dans les entreprises, on fait de la mindfulness, à l'école, on va faire de la mindfulness, tout le monde fait de la mindfulness, c'est trop bien. On va pratiquer la pleine conscience ensemble. Si ça vous va, moi je vais garder le mot en français. Alors, pour ça, je sais que j'emploie l'anglais énormément, mais pour celle-là, je vais le garder en français. On va pratiquer la pleine conscience et on choisit de pratiquer la pleine conscience ensemble ce week-end dans cette optique vraiment de rencontre avec la réalité. Je sais que si je suis pleinement présente à moi-même, à mon corps, à mon esprit, à mes sensations, mes émotions, aux personnes qui sont là, au magnifique monde qui nous entoure, j'en profite différemment. Je profite de ma vie plus pleinement, avec une attention plus prononcée, avec cette pleine présence, cette pleine attention, cette pleine conscience. C'est pour être là. C'est pour être là et pour ne pas louper la vie qui est là aussi. La vie, elle est toujours là. La vie, elle est toujours là. En nous, mais aussi autour de nous. Une fois que nous, on est partis, la vie, elle va continuer, sous plein de formes différentes. Je ne parle pas que de la vie humaine, sous plein de formes différentes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est moi. Est-ce que je suis là pour la vie ou pas? Ou est-ce que je suis dans mes projets, dans toutes les choses que j'ai à faire, dans les soucis qui m'encombrent? Et des fois, ce n'est pas des soucis, des fois, c'est des très belles choses, mais qui peuvent beaucoup nous occuper.
Voir est-ce que quand je reviens à ma respiration, quand je reviens à ma respiration avec d'autres personnes, quand je reviens à ce que je mange, quand je reviens à mes pas, quand je marche, je cultive vraiment cette présence et cette disponibilité à la vie qui est là. Et le fait de le faire ensemble, parce que qu'est-ce que ça fait? Quand je deviens plus disponible à la vie, je peux me sentir nourrie. Il y a tout plein de choses qui vont me nourrir. Peut-être le sourire de quelqu'un, ça nourrit. Peut-être que je deviens consciente des arbres qui sont là, comme Florent nous a proposé de le faire ce matin. Tout d'un coup, on ouvre nos yeux. On était peut-être dans l'intériorisation. Et on ouvre nos yeux et on voit tous ces magnifiques mélèzes. Peut-être qu'on est resté avec. Moi, je sais, j'en ai choisi un. Et puis, je regardais comment est-ce qu'il bougeait. Et puis, je me suis sentie nourrie par la présence de cet arbre. Non ? Un arbre, ça ne fait rien du tout. C'est juste là, ça pousse, ça ne fait rien. Ça fait plein de choses. Mais il ne s'agite pas beaucoup, sauf quand il y a de la tempête. Intérieurement, il n'y a pas une agitation de pensée comme ça. Non, il pousse et il est là, et il est un refuge pour des petits oiseaux, pour des écureuils, il fait de l'ombre, il est avec d'autres arbres. Et je peux me nourrir de la présence des arbres. Du coup, pendant ce week-end, moi, je nous invite à voir comment est-ce que la pleine conscience des choses qui sont autour de moi, mais aussi en moi, est nourrissante. Parce qu'on a tous besoin de nourriture. Pas seulement des nourritures physiques, mais on a besoin de se sentir nourri à l'intérieur. Que notre être a besoin de se sentir nourri. Émotionnellement, intellectuellement, par la beauté des choses, ça nourrit quelque chose. Et quand on fait ça ensemble, on est aussi nourri de l'énergie collective de la pratique. C'est pour ça qu'on vient ensemble pour pratiquer. Très souvent, on entend que moi, toute seule, c'est un peu compliqué, la pratique de la méditation, j'essaye, mais une fois, oui, je saute du coussin après 5 minutes, ça m'énerve, tout plein de pensées. Par contre, quand je le fais ensemble avec d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi, c'est plus facile. Parce qu'il y a l'énergie collective, il y a pleine conscience de tout le monde qui se met ensemble et que ça fait des ondes, ça, d'énergie. Ce n'est pas de l'énergie de colère, ce n'est pas de l'énergie de stress, ce n'est pas de l'énergie d'anxiété, c'est une énergie de pleine conscience et de pleine présence que je choisis de générer avec un autre groupe, et du coup, je m'en sens nourrie aussi. Du coup, on pratique la pleine conscience, la pleine présence, pour me nourrir et aussi pour me guérir. Ça guérit aussi de rien faire, sans avoir besoin de rien faire, vraiment. Simplement être là avec un arbre et je peux me sentir vraiment guérie à l'intérieur de moi-même. On a tous des blessures, physiques, émotionnelles. Dans notre esprit, on a tous des choses qui sont blessées. Et puis souvent, on s'agite avec ces choses-là. Ou alors, on ne veut pas les avoir. On les met de côté, on les met sous le tapis, comme si c'était un call, quelqu'un qui nous appelle sur le téléphone, qu'on le bloque. Et puis on pense que si je l'ai bloqué, je ne le vois plus, du coup, il n'existe plus. Alors qu'en fait, non. C'est toujours là. Parce qu'on a de la peine à être avec. Parce que c'est douloureux. Du coup, c'est normal. Une blessure, c'est douloureux. On n'aime pas être avec ce qui fait mal. Mais si je peux laisser très doucement, très tranquillement, les choses qui ont mal venir et être embrassées par l'énergie de pleine conscience qu'on génère ensemble ici, qui est collective, du coup qui est plus forte, et qui en prend soin. Qu'il y a des fois, sans aller chercher, ça, c'est pas de l'analyse, c'est pas de la thérapie analytique qu'on fait. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais parfois quand je suis dans un groupe où je sens qu'il y a une énergie de pleine conscience et de concentration qui est profonde, que je demande, je sais que j'ai une souffrance, j'en choisis une souffrance qui est là et qui a besoin de soins, qui a besoin juste d'être embrassée, et que moi, toute seule, c'est compliqué. Il y a des fois, on a besoin des autres.
et que je lui demande de venir, je dis, regarde, ça, cette souffrance-là, ces peurs-là, ces anxiétés-là, je te laisse prendre un bain de pleine conscience de toutes les personnes qui sont là. Et de voir ce que ça fait. Que ce soit dans les assises, dans la marche, pendant les repas, de voir ce que ça fait. Tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas des nouvelles théories, ce n'est pas des dogmes auxquels il faut croire, c'est rien de tout ça. C'est des choses, des invitations à les pratiquer et voir qu'est-ce que ça fait pour moi. C'est tout. Hein. Ça, le Bouddha, il a été très, très, très clair il y a 2600 ans. Il ne va pas créer un autre dogme. Après, oui, il y en a qui ont repris et puis ça a fait des ismes. Mais son idée, il a été très, très clair. C'était moi, je ne vous demande pas de croire à mes enseignements. Je vous dis quelque chose, vous le mettez en pratique et vous voyez si ça marche pour vous. Du coup, la pleine conscience. Je disais que maintenant, la pleine conscience, on en parle beaucoup et on en parle toute seule, très souvent. On parle de la pleine conscience et voilà, de la méditation de pleine conscience. Ce qui peut parfois, dans certains milieux et suivant comment c'est enseigné aussi, porter à confusion. Parce que la pleine conscience, elle ne vient pas toute seule. La pleine conscience dans le bouddhisme, elle fait partie d'un chemin qui s'appelle le sentier octuple et qui a 8 branches. Et c'est juste une partie de ce chemin. C'est tout. Du coup, si on la prend toute seule et qu'on ne prend pas les 7 autres, ça peut porter à confusion. En même temps, si on pratique la pleine conscience profondément, naturellement, il y a les 7 autres qui sont dedans. Mais il y a des fois, intellectuellement, c'est aussi important d'avoir quelque chose qui est clair pour que la pratique puisse suivre. Du coup, aujourd'hui, si ça vous va, je voudrais vous parler un petit peu de ce sentier octuple et de voir la pleine conscience dans une globalité de quelque chose d'un petit peu plus grand. Dans ce sentier octuple, on parle d'abord de la right mindfulness. Parce qu'il y a right mindfulness et il y a wrong mindfulness. Il y a la pleine conscience juste et la pleine conscience qui n'est pas juste. Parce que je peux être pleinement conscient de quelque chose, mais ce n'est pas forcément pour un but qui est juste. Un voleur qui doit rentrer dans une maison, il doit être hyper en pleine conscience pour ne pas faire de bruit, pour s'assurer qu'il a fait déjà un petit plan de la maison, de savoir quand est-ce que les gens étaient partis. C'était beaucoup de pleine conscience. On va appeler ça la wrong mindfulness quand même. Parce que le but et le fruit n'est pas quelque chose qui mène à plus de compréhension et d'amour, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose qui va amener de la souffrance. Du coup, on parle de pleine conscience juste. Non, le rouge, j'aime pas. Alors, on va voir. Voilà. La pleine conscience juste. Avec la pleine conscience, il y a quelque chose qui se manifeste naturellement, c'est la concentration, qu'on appelle aussi la concentration juste. Dans ce chemin octuple, ça va être tout quelque chose qui est juste. Parce qu'il y a un autre chemin où il y a tout qui n'est pas très juste. Et puis ça amène à d'autres choses. Alors, la concentration juste. C'est une énergie qui est là naturellement. Je pratique la pleine conscience et si ma pleine conscience est dans la durée, peut-être que je vais être de plus en plus concentrée. Je peux être sur une inspiration, une expiration, et puis si je reste, mon attention reste focalisée seulement sur ma respiration, et mon esprit est concentré. Mon esprit est concentré sur ma respiration, mon esprit est concentré seulement sur les pas, il n'est pas ailleurs. Il est vraiment juste là.
il est concentré. Quand on parle de concentration dans le bouddhisme, on peut aussi parler de différentes concentrations. On peut se concentrer sur différentes choses, qui au début, ça peut être un peu « ouais, mais du coup, je mets mon esprit où ?» Et ça, c'est nous qui devons choisir. À différents moments, on aura peut-être besoin de se concentrer sur différentes choses. Un exemple, quand on mange, par exemple, on a les 5 contemplations qui sont devant nous, et on peut se concentrer sur différentes choses quand on mange. On peut se concentrer sur, comme on l'a fait hier avec le chocolat, vraiment sur les sensations physiques, sur le goût, sur comment est-ce que ça se passe dans ma bouche, qu'est-ce qu'elle fait ma langue, comment elles sont mes dents. Il y a tout plein de les sensations physiques. Le nez qui sent. Et puis quand je mange, je peux aussi me concentrer sur la gratitude. De savoir, voilà, j'ai la nourriture qui est là, que je n'ai pas eu besoin de cuisiner, qui vient de personnes qui ont cuisiné pour moi, qui ont pris le temps de la cuisiner avec soin, qui ont choisi les ingrédients. Du coup, je peux avoir de la gratitude pour les cuisiniers, cuisinières. Je peux avoir de la gratitude pour toutes les personnes qui ont fait que cette nourriture, elle arrive dans mon assiette. Et je peux passer une bouchée à ça. Je peux passer tout un repas à ça. Alors, ok, ce fenouil. Ce fenouil. C'est incroyable quand même qu'un fenouil arrive dans mon assiette. Toutes les conditions qu'il a fallu pour que cette fenouil arrive là. De la terre, d'une petite graine de fenouil qui a poussé, de générations de plantes de fenouil pour que cette graine elle arrive dans cette terre-là, à ce moment-là. Un jardinier qui l'a mis, qui s'en est occupé. Tous les nutriments de la terre, le soleil, la pluie. C'est pour ça qu'on dit c'est vraiment tout le cosmos qui est dans un aliment. Et qu'on peut, du coup, que ma concentration pendant le repas, je peux aussi choisir de la mettre à cet endroit-là. Et que ce n'est pas mon esprit qui s'évade, j'y reviens. C'est que ce fenouil est là et il y a tout plein de choses. Et là, ça devient des visions profondes, ça devient des insights sur l'incroyable miracle d'avoir un bout de fenouil ici. Quand je me lave les mains, c'est la même chose. On disait ça hier avec de l'eau. Du coup, la gratitude qui est un élément du bonheur. Ça nourrit le bonheur à l'intérieur de moi d'être reconnaissante. Taï disait souvent que quand on a perdu notre gratitude, c'est là où le bonheur s'évapore un peu. De voir quand je ne me sens pas très bien à l'intérieur de moi-même, est-ce que j'ai perdu ma gratitude ? Peut-être que je peux remettre en place des petits exercices de gratitude. Quand je mange, je peux aussi être concentrée sur la compassion. Ça peut être aussi un objet de ma concentration. Là, on a de la chance de pouvoir manger complètement vegan. Du coup, il n'y a pas de souffrance animale, ou très limitée. Ça fait mûrir la compassion à l'intérieur de moi. Mais quand je mange de la viande, c'est aussi un moment pour aller nourrir la compassion à l'intérieur de moi. Si je mange en pleine conscience et je vois, ce morceau de viande, d'où il vient ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet animal-là ? Ce n'est pas juste un petit bout de chair dans mon assiette. Il y a eu un animal autour de cette chair avant. Un animal qui a eu peur, on le sait, que les animaux ont peur parce qu'ils savent qu'ils vont se faire abattre. Du coup, je mange aussi tout ce qui s'est passé, qui a été intégré dans les muscles et les cellules de l'animal. Je le prends et ça vient nourrir mes cellules à moi. Du coup, quand je mange, je peux nourrir la compassion. Je peux aussi, et ça c'est l'objet de la 5e contemplation, je peux aussi voir que ce corps-là, il a besoin d'être nourri pour pouvoir fonctionner. Et il a aussi des aspirations, ce corps-là. Il a aussi des désirs profonds de pouvoir peut-être me comprendre mieux, de pouvoir aider les autres, de pouvoir faire quelque chose pour la planète. On a tous des aspirations. On a tous des choses qui nous portent. De pouvoir être là pour les personnes que j'aime, de pouvoir être là pour moi-même, de pouvoir m'occuper d'un parent, de pouvoir être une bonne mère,
de pouvoir être là pour mes enfants. On a des aspirations qui sont là. Ça peut être des choses très très simples. Ce n'est pas de sauver toutes les forêts amazoniennes, même si ça peut en être une aussi. M'occuper des enfants, si je suis prof. On a des aspirations qui sont là et qui nous portent. Et de voir, quand je mange, je peux venir nourrir cette aspiration. Parce que pour ces aspirations, pour qu'elles puissent se développer, j'ai besoin d'énergie. Et quand je mange, je peux aussi aller prendre comme objet de concentration cette aspiration profonde et dire, ok, là je mange et je nourris cette aspiration. Je nourris cette aspiration à vouloir continuer sur le chemin de la compréhension et de l'amour. D'aimer mieux moi-même, la personne avec qui je vis, de pouvoir comprendre mieux, mieux écouter. C'est une aspiration. Je mange et je nourris ce corps qui va pouvoir porter cette aspiration dans le monde. Du coup, je ne nourris pas seulement moi, ce corps, je nourris aussi tout plein d'autres choses et tout plein d'autres personnes à ce moment-là. Dans nos sociétés occidentales, on a la vision très étriquée d'un soi qui est séparé des autres choses. C'est très très étriqué et c'est très très ingrained à l'intérieur de nous-mêmes. On nous le met dans la tête depuis qu'on est très petit et qu'on avance dans cette vie de manière très individualiste. Très individualiste. La pleine conscience, la concentration, ça fait monter naturellement aussi un insight, une compréhension, ce qu'on appelle le right view, une vue juste des choses. La vue juste, elle est très importante. Parce que par exemple, quand je mange, ça peut être la vue que je nourris je vois que je ne suis pas déconnectée, je ne suis pas séparée de ce que je mange. Ce que je mange, ça va venir faire partie de moi, de mon corps. Scientifiquement parlant, je ne vous parle pas de choses ésotériques et mystiques. C'est très scientifique et on le sait tous. Et que suivant ce que je mange, ça va aussi faire nourrir différentes choses. Je ne suis pas séparée. Je ne suis pas aussi séparée parce que ça va aller dans le monde à travers mon énergie. Là, peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a du yaourt à la noix de coco, il y a du café. Parce que ça a fait mon énergie. Et il y a de l'énergie qui ressort de moi en ce moment, à travers des paroles, à travers des gestes, à travers des pensées, mais qui ont été nourries ce matin. Qui ont aussi été nourries de la méditation, qui ont aussi été nourries de ce repas en silence. Je n'ai pas seulement été nourrie d'aliments, j'ai aussi été nourrie de l'énergie collective, d'avoir mangé en silence, dans la tranquillité, dans un bel endroit. Et c'est ça qui est là aussi. La vue juste et la vision profonde, du coup, c'est beaucoup cette chose, on parle de l'inter-être dans la tradition bouddhiste, que je ne suis pas séparée des choses. Je ne suis pas séparée des choses. Peut-être que je pense que je suis là, moi, ce petit corps, toute seule, devant vous. Alors, autre la noix de coco et le café, peut-être que si vous me regardez vraiment, vous pouvez aussi voir mon père, et puis ma mère, puis mes grands-parents, puis les autres grands-parents, les arrière-grands-parents. Et puis, il y a du monde là, du coup. Il y a beaucoup de monde. Un petit peu comme le sommet d'une montagne. Si le sommet d'une montagne, elle ne peut pas être juste là toute seule. Il y a toute la montagne. Et qui fait un avec les autres montagnes et avec la terre. Ça devient juste... C'est une grande globalité. Et souvent, nous, on a l'impression qu'on est juste le sommet. Qu'on oublie le reste. On oublie le reste. Et c'est une source d'énormément de souffrance dans notre société. Cette déconnexion. Dans un monde où on est tellement connecté, on l'entend sans arrêt. Et on cherche avec soif et
il y a une faim de connexion. Mais we want to belong. On a un besoin profond d'appartenance qui nous pousse à faire certains choix aussi. Et ce qu'on peut voir beaucoup chez les jeunes aussi, parce que ça c'est chez les enfants, les adolescents, on a à ce moment de notre vie, on a énormément besoin de ce sentiment d'appartenance. Énormément besoin. Et que si notre sentiment d'appartenance, il est seulement sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Mais je dis les adolescents, tout le monde. Il suffit de voir nous-mêmes et notre relation avec les réseaux sociaux, avec le téléphone. Ça en est un très gros, celui-là. Et puis c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, de plus en plus tôt. Mais qui vient vraiment de ce besoin profond de connexion. Parce qu'on est dans des sociétés on s'est coupé de ces connexions profondes. On vit dans des villes, pour beaucoup d'entre nous, où on est coupé de la nature. Et des choses, des autres éléments avec lesquels, normalement, on est des animaux. On oublie qu'on est des animaux. Où on a besoin des éléments. On se sent vivant dans les éléments. Pourquoi on adore aller se baigner dans les lacs? Pourquoi tout à coup, dès qu'on est dans la forêt, ça va vachement mieux quand même. Dans des beaux espaces, des montagnes, il y a quelque chose qui naturellement, le corps, il reconnaît. Il est, ouais, ça, je comprends. C'est le corps ancestral, c'est notre corps cosmologique. Notre corps qui est fait d'étoiles, qui est fait de poussière d'étoiles, qui est fait de soleil, qui est fait de terre. Il comprend ça, il se souvient. Il faut juste lui donner des opportunités d'y revenir. Et de laisser être de élément à élément. L'eau, quand on se baigne, ceux qui ont la chance de pouvoir se baigner dans les lacs, par exemple le lac Léman, c'est incroyable. On est en train de se baigner dans des glaciers qui ont je ne sais pas combien de milliards d'années et qui sont là. Et que là, c'est ça, que mes cellules qui sont poreuses, elles sont nourries de ça. Alors elles le sont naturellement, mais si j'amène ma pleine conscience et ma pleine présence à ça, je m'en nourris encore plus. Et je peux rester avec pendant 5 respirations, 10 respirations. Et sentir que cette nourriture, elle se met dans toutes les cellules de mon corps. Prendre ce temps-là, quand on est dans des beaux environnements comme ça. La vue juste, du coup, c'est aussi la vue de l'inter-être, de cette interconnexion avec les autres choses. Avec les éléments, mais aussi avec les gens. Il y a des fois où on n'a pas les parents, voilà, c'était les parents, et puis c'est pas trop nous. Des fois, I don't really want to have anything to do with these people. La réalité, c'est que, encore une fois, scientifiquement parlant, ils sont là. S'ils ne sont pas là, moi je ne suis pas là non plus. Les grands-parents, ils sont là. Et ils sont là même s'ils ne sont plus là physiquement, dans leur corps à eux. Je me souviens quand mon grand-père est décédé, c'était un moment où j'habitais aux États-Unis, en Californie, et c'était compliqué parce que je n'étais pas en France. Et puis il y a eu, voilà. Les décès sont parfois, ils peuvent être un petit peu compliqués quand on n'est pas avec la famille ou avec la personne. Et puis du coup, c'était un moment qui n'était pas évident. Et j'ai eu la chance d'entendre Thich Nhat Hanh et réentendre que all your ancestors are in every cell of your body. Tous vos ancêtres sont dans chaque cellule de votre corps. Tous vos ancêtres sont dans chaque cellule de votre corps. Et puis c'était encore une fois, comme l'impermanence, intellectuelle. Il y a des fois, et puis il y a des fois, hop, et puis on comprend un truc. Et puis ça part, ça redevient intellectuel. Et puis là, j'étais en souffrance, j'étais très très triste. Et en Californie, là où j'étais, on avait des très très beaux chênes. C'était des chênes verts. Et du coup, j'ai été allée mettre mon cœur vers le chêne, parce qu'il avait besoin de soutien.
Et puis, j'ai fait le tree hugging, et de vraiment juste rester avec le chêne, rester là. Et puis, j'ai senti mon cœur qui commençait à battre, hein, contre le bark, contre l'écorce du chêne. Et puis là, c'était comme évident, mais ce cœur qui bat là maintenant, il est fait de toutes les cellules aussi de mon grand-père, qui ont été transmis à ma maman, qui m'ont été transmis à moi. Du coup, ce cœur qui bat là contre le chêne, c'est aussi le cœur de mon grand-père. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, où je l'ai vraiment senti, que mon grand-père, il n'était pas parti. Il était vraiment là. C'était pas intellectuel, c'était pas une jolie phrase qu'on dit dans les films que I will always be with you. Tu vois, c'est pas. Il y a des choses très profondes qui se disent dans les films. Mais comment est-ce que je les intègre dans ma vie? C'est ça qui est intéressant. Hein? Comment est-ce que j'en fais des insights, des compréhensions profondes qui m'habitent et qui vont se manifester ensuite dans mes pensées. Si j'arrive à ouvrir. Dans mes paroles, dans mes actions. Et on met toujours juste. Parce que si j'ai des compréhensions profondes qui se manifestent, elles vont naturellement et obligatoirement se manifester dans ce que je pense, dans ce que je dis et dans ce que je fais. On parle beaucoup de karma. Le karma, le mot karma veut dire action. Et dans le bouddhisme, on parle d'action dans 3 sortes différentes, de pensée, de parole et d'action physique du corps. C'est ça le karma. On en fait toujours, tout le temps. À travers ce que je pense, à travers ce que je dis, à travers ce que je fais. Si ma vue des choses n'est pas très juste, si je n'ai pas beaucoup de pleine conscience sur certaines choses, si je n'ai pas beaucoup de concentration, si cette insight, si cette compréhension de l'intérêt-être, si cette compréhension, avec la compréhension, ce qui vient aussi, c'est l'amour, c'est la compassion. Si je comprends quelque chose, si je comprends la souffrance de quelqu'un, je vais l'aimer. Il y a quelque chose qui monte naturellement. Si c'est de la compréhension véritable et pas juste intellectuelle. Parce qu'on peut souvent dire « Ah oui, non, mais je comprends, mais… » Ben non, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Parce que si on comprend vraiment, il n'y a pas de « mais ». Si on comprend de là, c'est les guts, c'est les entrailles qui comprennent, c'est tout le corps qui comprend, ce n'est pas juste le cerveau. Et si on n'a pas encore compris, ça veut dire que peut-être il faut encore s'asseoir avec, qu'il faut encore rester avec, qu'il faut encore marcher avec, qu'il faut que mon cœur il reste un petit peu plus contre ce chêne vert là, parce que je n'ai pas encore senti, compris, senti dans le corps. Que c'est « this is it ». C'est ça. Je pense que le « this is it », la traduction chrétienne, c'est « resting in God ». C'est de se reposer en Dieu. C'est ça. Puis il n'y a rien besoin d'autre. C'est juste ça. Mes compréhensions, elles se manifestent là. Mes non-compréhensions, elles se manifestent aussi ici. Si dans ma tête, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup de jugement, j'ai beaucoup de discrimination, et ça, c'est partout. Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir un journal ou l'Internet pour le voir partout. La non-compréhension des choses. C'est pour ça que si j'ai la chance dans ma profession de créer quelque chose, et créer, c'est au sens très très large, très très large. Ce n'est pas juste un artiste. Je pense qu'on est tous artistes là où on est. Créer, ça peut créer des espaces pour des personnes. Créer, ça peut être créer un environnement. Si je suis un prof, je crée des environnements dans ma classe. Je crée des environnements pour d'autres personnes qui viennent.
Si je suis un coach, c'est aussi créer une relation. Bien sûr, si je suis journaliste, je crée un article, je crée une musique, je crée un dessin, une peinture, une poésie, une danse. Ça peut aussi aller dans l'art, évidemment. Tout ce que je crée, est-ce que ça vient d'une vision juste? Parce que ça va aller dans le monde. Hein? Créer, c'est aussi juste dire quelque chose. Je crée quelque chose quand je parle. Hein? C'est faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Être avec quelqu'un. Et est-ce que dans mes actions et mes paroles et mes pensées, j'amène cette compréhension et cet amour ou pas? Et sinon, qu'est-ce que j'y amène? Je parlais de la compréhension comme étant de la compréhension de la souffrance. Parce que comprendre, c'est pas juste comprendre, c'est comprendre quelque chose. Hein? Comme la pleine conscience, c'est pas juste la pleine conscience, c'est être conscient de quelque chose. Quand on comprend quelque chose ou qu'on comprend quelqu'un, qu'on se comprend soi-même, eh ben, mon action va être différente, mes paroles vont être différentes. J'ai une intercation, on dit ça en français? Ah, c'était pas une altercation, c'était un moment d'échange. Voilà. Interaction, merci. J'ai eu une interaction avec ma femme il y a quelques jours. Et c'était très intéressant parce que j'avais l'impression que je voulais lui dire quelque chose qui était hyper important pour moi. Et pour elle. Et pour elle. Et du coup, j'avais plein d'énergie. Et je lui passais cette énergie. Et puis elle m'a mis un... C'était le mur. Elle m'a mis un mur énorme. Elle m'a dit, écoute, là, je ne peux plus t'écouter. Je peux plus t'écouter. Et moi, si on me met un mur, je deviens un mur. Hein. Il n'y a pas de... Il y a une énorme possibilité que je me renferme complètement parce que je suis blessée. Elle a été blessée. Moi, du coup, elle dit quelque chose, dire je ne peux pas t'écouter. Comment ça, tu ne peux pas m'écouter? Je suis en train de te dire un truc hyper important. Tu ne peux pas m'écouter, mais moi, ça veut dire que je ne peux pas parler, que je ne peux pas m'exprimer, que je ne peux pas être entendue, que je ne peux pas être comprise, que je ne peux pas être aimée. Vous voyez où est-ce que ça va? Mais non, là, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était juste, tu ne peux pas me parler, je ne peux pas te parler non plus, tu ne veux pas entendre ce que j'ai à dire, ben, ok. Non, tu ne vas plus rien entendre. Hein, après, on rentre dans nos petits jeux personnels et dans les choses qu'on a bien nourries pendant des années, soit avec soi ou avec les parents ou avec d'autres personnes. On a chacune nos choses, nos manières de réagir quand on est blessé. Et généralement, si je suis blessée, c'est une compréhension non juste des choses, c'est une compréhension dans la discrimination. Déjà qu'il y a elle et il y a moi. Et que mon bonheur et son bonheur n'est pas le même, ma souffrance et sa souffrance n'est pas la même non plus. Ça, c'est une vue erronée qui fait beaucoup souffrir. Et puis là, j'ai la chance d'avoir une relation avec elle dans laquelle on prend du temps, aussi on s'arrête. Hein, on s'arrête et puis on prend du temps pour dire les choses. Qu'on engendre une communication pour essayer de se comprendre mieux. Et là, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, mais écoute, tu sais, moi je sais, je suis quelqu'un, je le sais, mais je suis quelqu'un qui est très très sensible, et plus que les mots que je disais moi, c'était mon énergie à laquelle elle était sensible. Hein? Et je me suis rendu compte après que j'avais un petit peu un angst, non? De vouloir être comprise, de vouloir que she gets what I say, qu'elle comprenne ce que je dis. Hein? Et qu'en plus c'était important pour elle, que ça peut l'aider. Hein? Et moi, j'arrivais avec ça. Et qu'elle, dans son hypersensibilité, elle a juste senti mon énergie. Même, elle n'écoutait même pas les mots que je disais. Hein. Et puis, elle m'a dit une autre chose. Elle m'a dit, c'est comme si des fois, tu veux tellement être entendue que c'est comme si tu te mets sur un tabouret et puis ça, vas-y, ouais, non mais tu sais ce que je voulais dire. Un petit peu comme ça. Comme s'il y avait une partie de moi, de quand j'étais petite ou je ne sais trop quoi, qui n'avait pas été entendue. Et du coup, quand je sens que j'ai un truc hyper important à dire, il faut absolument que ce soit entendu.
hein, et que c'était ça que je transmettais à ce moment-là. Quelque chose qui n'était pas tranquille, qui n'était pas par rapport à elle, en fait. C'était pas elle, c'était plus moi. Et ce qui était cool à ce moment-là, c'est qu'au lieu du coup de moi de me sentir blessée, parce que du fait qu'elle m'ait partagé ça, hein, du fait qu'elle me l'ait dit, ça a été des paroles où elle a dit comment elle s'était sentie, qui m'a fait réfléchir et aussi reflect, hein, dans le sens de réfléchir, dans le sens de reflect, à comment est-ce que j'avais été et à quel avait été vraiment de quoi ça avait émergé mes paroles, hein, et qui n'était pas forcément juste. Hein, qui n'était pas forcément juste. Mais au lieu que moi je me blesse et qu'on ne se parle plus ou qu'il y a un truc de weirdness un petit peu, hein, et des fois c'est pas qu'on s'engueule, c'est juste que l'énergie est un peu yuck. Hein, on n'est pas très heureuses ensemble à ce moment-là. Et ou éventuellement de dire des paroles qui sont blessantes, hein, de devenir en colère, dire ouais mais toi tu dis toujours ça, ouais mais ou des actions, ça peut aller loin. Hein. Ça peut aussi, si je suis blessée, je peux avoir des actions violentes. Quand on regarde les guerres, c'est des actions violentes qui viennent de quoi? De peur, de greed, d'une vue qui est vraiment pas très juste. Hein. Du coup, quand on pratique la pleine conscience, d'aller prendre soin de nos émotions, d'aller voir ce qui est là, d'aller prendre soin de « Ah, bah ça, c'est l'irritation qui monte. Ah, là, il y a une blessure qui monte. Oh, là, il y a une peur qui monte. » Au lieu que j'en prenne pas conscience et puis, hop, ça fait monter une pensée, pas juste de blessure, et du coup, une action qui va blesser, là, non, c'est un autre cycle qui se met en place, non ? J'en prends soin, je vois d'où ça vient. Et puis, je vais peut-être dire quelque chose qui est juste. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est de rien dire qui est juste. Hein ? Qui est juste simplement d'aller marcher et prendre un petit peu de temps pour moi-même. Là, en l'occurrence, avec ce moment avec ma femme, ça a été je l'ai écoutée, et puis on est allé marcher main dans la main, et c'était tout. Et on s'est sentis hyper présentes l'une pour l'autre. Et on s'est sentis hyper victorieuses aussi. Hein, c'est une victoire quand on ne se laisse pas embarquer dans des choses qui font souffrir. C'est une victoire qu'il faut pouvoir célébrer aussi. L'action juste, les paroles et les pensées. De voir que chacune, on est des artistes de comment on pense, comment on parle et comment on agit. Et que si je suis un journaliste qui écrit quelque chose, un article, un écrivain qui écrit quelque chose, une personne qui a le pouvoir de parler et d'être entendue de beaucoup de gens, j'ai la responsabilité de mes paroles. Hein, et de qu'est-ce que j'envoie dans le monde. Qu'est-ce que j'envoie dans le cœur des gens. D'où la pratique de la pleine conscience et de vraiment cultiver ce regard de compréhension et d'amour pour que ce soit ça que j'envoie dans le monde. Dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Et la prière, c'est ça. Hein, quand on prie, c'est d'envoyer quelque chose qui est juste. D'envoyer tout notre amour, toute notre compréhension pour le monde. Et de savoir que ça a un effet. Parce que les pensées, c'est aussi de l'énergie. Il n'y a pas juste les paroles et il n'y a pas juste les actions physiques. Avec l'action juste, après cela, dans notre sentier octuple, on a ce qu'on appelle le right livelihood, qui est le moyen d'existence juste. Merci Jackson. Existence, c'est avec un E? Oui, c'est ça. Hein? C'est E. Ouais. Merci. Les moyens d'existence juste, et ensuite on a le right effort, l'effort ou la diligence juste.
Et il est 11 heures. On est censé terminer à 11 heures. On ne va pas parler de la diligence juste aujourd'hui, ça pourrait être toute une heure qu'on passe sur la diligence juste. Le moyen d'existence juste, il vient naturellement de mes pensées qui sont justes et de mes actions qui sont justes. C'est la manière dont je vis, ça vient de cette compréhension que j'ai. La manière dont je consomme, ça vient de cette compréhension de la souffrance que j'ai, de cette connaissance et de cette compréhension. La diligence, ça va être d'arroser les bonnes graines. C'est d'arroser les graines qu'on veut arroser et de ne pas arroser les graines qu'on ne veut pas arroser. On en parlera une autre fois, parce que c'est un point très important aussi, du noble sentier octuple, qui est noble celui-là. Et c'est important quand... Ça, c'est un point théorique, entre guillemets. Pour moi, ce sentier-là, c'est vraiment quelque chose qui est comme une map, non ? C'est une carte de voir, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie ? Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation particulière ? C'est quelque chose qu'il faut toujours faire revenir à une situation qui est mienne, à une situation qui est peut-être difficile, et de voir comment est-ce que ça s'applique, cette chose-là, dans ma vie quotidienne, avec mes joies, avec mes souffrances. C'est très important que ce ne soit pas juste de la théorie, évidemment. Et de voir ça comme une carte de navigation. Comme une carte de navigation. Je voudrais juste terminer avec une quote, avec une citation de quelqu'un qui n'est pas très connu. C'est une dame que j'appelle Madame Sylvia, et qui vient prendre 2 petits sandwichs pain au lait au gruyère avec un expresso tous les jours dans la Tyrone où je travaille. Et qui lit la Tribune de Genève, et ensuite, avec l'expresso, Le Temps. C'est une femme qui est extrêmement belle. Elle a peut-être 80-83 ans, et elle rayonne. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, quel a été son chemin d'action et de pensée. Je pense qu'il y a beaucoup de prières dans son chemin d'être. Et elle rayonne quelque chose. Elle est magnifique. Et puis on a des petites conversations comme ça en pointillés, de jour à jour, sur différentes choses. Et puis la dernière fois, elle me parlait du discernement. J'ai regardé ce matin dans ce que ça nous dit le discernement, la définition exacte du discernement, qui dit « c'est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. » Clairement et sainement. C'est la capacité de mon esprit. J'ai cette capacité de discerner les choses. Et puis elle, du coup, la citation que je voudrais vous apporter de Madame Sylvia, c'est qu'à la fin de la conversation, juste avant de partir, avant de passer la porte, elle me dit « mais en fait, le vrai discernement, ça ne peut être que l'amour. » Et puis elle est partie. Et puis ça m'a beaucoup touchée. Alors je voulais, pour moi c'était ça. Dans un petit room, à Genève, une phrase toute simple, qui était si juste. Il n'y a pas forcément besoin de venir à des retraites de pleine conscience pour avoir des compréhensions et d'être nourri de insights très profonds. Il faut juste pouvoir être là pour les entendre. Alors, je nous propose de terminer ici pour ce moment qui va se continuer par une marche et de peut-être laisser les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre corps, dans notre tête. Revenir à ce souffle qui est là, qui m'habite.
Revenir à cette énergie bienfaisante qui est là aussi, et dans lequel je peux me fondre, surrender. Je peux ouvrir mes cellules à cette respiration commune, à cette énergie de pleine conscience, de concentration et de compréhension et d'amour qui est là aussi. Et laisser tous mes ancêtres en profiter dans mes cellules.